Bonjour à tous, merci de votre présence. Et je vais juste quelques petits mots d'introduction avant de céder la parole à mon cher camarade Luc Georget. Donc je vous remercie évidemment pour votre venue pour cette conférence qui perpétue notre lien, le lien entre l'Alcazar et les musées de Marseille au gré de leurs multiples accrochages et expositions. Et c'est toujours un grand plaisir de recevoir les conservateurs, nos amis conservateurs des musées. À ce titre, je vous présente a posteriori quelques excuses qui sont malheureusement bien involontaires sur la conférence de la semaine dernière qui a été annulée pour raison de force majeure, et j'espère, nous retravaillons avec Nicolas Misery, le directeur, pour essayer de la reprogrammer dans le temps de l'expo Panorama de la Vieille Charité qui court jusqu'au début novembre. Aujourd'hui, c'est une autre exposition, Peindre Marseille, une autre modernité, au Musée des Beaux-Arts de Marseille, qui nous intéresse et au sujet de laquelle Luc Georget va vous présenter en tant que conservateur en chef et directeur du Musée des Beaux-Arts, qui va vous présenter tous les aspects de cette exposition. Je vous rappelle que, et je vous demande évidemment de respecter le plus de silence possible, que cette conférence est captée et que vous pourrez d'ailleurs à ce sujet la visionner sur notre chaîne YouTube dès qu'elle sera montée dans les prochains jours. Donc, je vous remercie évidemment d'adopter le silence le plus religieux possible, le même silence qui règne dans les salles de notre cher Musée des Beaux-Arts. Donc, je remercie encore une fois Luc d'avoir bien voulu répondre à mon invitation et de nous présenter cette exposition qui s'appelle Peindre Marseille, une autre modernité, au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 22 septembre. Merci beaucoup, merci à tous et je te cède la parole. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, 2024, je ne sais pas si vous le savez, est un anniversaire. Certainement un anniversaire de plusieurs choses, mais en tout cas, dans le domaine de l'histoire de l'art, c'est les 150 ans de la première exposition impressionniste qui a eu lieu, qui a ouvert le 25 avril 1874 dans l'atelier Nadar au 35 boulevard des Capucines. C'est une date mythique de l'histoire de l'art qui a souvent été perçue à partir de la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle comme une date, comme une étape et comme un changement radical dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture. On sait maintenant, comme toujours, que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtiles. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'exposition consacrée à 1874 qu'a inauguré il y a quelques semaines le musée d'Orsay et qui pose toutes les questions sur cette première exposition qui s'est appelée Impressionniste après, puisque lorsqu'on ouvre l'exposition au boulevard des Capucines, il n'y a pas de peintre impressionniste. Il faudra qu'un critique d'art d'un journal comique de caricature, le Charivari, qui va utiliser à partir du fameux tableau de Monet, Impression au soleil levant, qui va inventer ce mot impressionnisme, qui va avoir un si grand succès, qui va être après revendiqué très rapidement par les artistes qui présentent leurs œuvres à cette exposition et connaître donc le succès qu'on lui connaît aujourd'hui et qui draine les foules et le public dans les musées. Alors, le musée d'Orsay a souhaité fêter cet événement et on ne peut que l'en remercier en prêtant des tableaux impressionnistes. C'est la plus grande collection de peintures impressionnistes du monde, donc ils pouvaient se le permettre. Donc en prêtant différents tableaux dans les musées de France. Quand ils nous ont fait cette proposition, c'est évidemment une proposition qu'on ne refuse pas. On pouvait choisir selon la disponibilité des œuvres. Et donc j'ai demandé 2 tableaux
qui avait trait à Marseille, à des artistes provençaux. Donc le fameux tableau de Cézanne, le golfe de Marseille vu depuis les stacks, et un tableau que j'ai toujours beaucoup apprécié, qui est un tableau de Guigou, peintre de l'école marseillaise, qui est au musée d'Orsay, la Lavandière. Donc voilà, nous avions ce prêt pour quelques mois de ces deux extraordinaires tableaux, et on a décidé de les accrocher au cœur de la collection de peinture de l'école de Marseille, du musée des Beaux-Arts, et de se poser cette question. Pourquoi après le 22 septembre, quand vous allez venir au musée des Beaux-Arts, malheureusement pour nous, on le regrette, vous ne verrez aucun tableau impressionniste. Pourquoi l'impressionnisme, il n'y a pas de tableau impressionnisme à Marseille. Et d'ailleurs, on peut se poser aussi la question pourquoi il y en a si peu dans les musées donc, de province. Est-ce que l'histoire de l'impressionnisme, est-ce que c'est une histoire purement parisienne? Et c'est ce qu'on va, la question qu'on a essayé de se poser et qu'on va voir ce soir. Alors, si vous êtes Marseillais en avril 1874, que vous sirotez sur le vieux port, bon, j'imagine un verre d'absinthe, vous lisez votre journal, le grand journal marseillais, le Sémaphore de Marseille, et qui est un journal très, très sérieux, qui est quand même beaucoup consacré à la politique, à l'économie, au mouvement du port, mais qui recueille des informations extrêmement intéressantes aussi sur la vie artistique. Et donc, le 9 avril 1874, vous lisez en première page, dans les Lettres de Paris, un petit... Je vais vous le lire parce que ça ne sera pas lisible sur l'écran. Vous lisez un petit entrefilet qui commence par « Grand scandale dans la République des peintres », qui fait allusion à un des tableaux de Manet qui est refusé au Salon, la grande exposition annuelle à Paris, qui accueille un immense public et qui fait toujours date donc, dans le monde de l'art. Mais en fait, cette question de Manet au Salon qui débute ce petit entrefilet est certes intéressante, mais ce qui nous intéresse plus, c'est la fin de l'article, où ce journaliste, on verra, qui ne signe pas, les articles du Sémaphore sont très très rarement signés, on lit cette phrase, « Aussi Manet, qui frayait depuis quelques années assez bien avec les peintres officiels, s'est retourné du côté de ses anciens amis, les réfractaires de la nouvelle école, qui préparent un de ces mois, 15 jours avant l'inauguration du salon, une exposition publique de leur œuvre dans l'ancienne salle Havas, boulevard des Capucines. On verra là alignés outre Manet les représentants de l'école dite des Batignolles, Monet, Sisley, Pissarro, qui est écrit Pizarro, comme le conquistador, Fantin-Latour, Renoir, Madame Gonzalez, etc., etc. Je cite. « La peinture de l'avenir, dit-on. » Alors maintenant, on sait qui est ce journaliste qui fera un compte-rendu de l'exposition qui va ouvrir 15 jours après, parce que ce journaliste, en fait, il est très connu, c'est Émile Zola. Et évidemment, Émile Zola travaille depuis... il a fait de très importants articles sur la commune, donc dans le Sémaphore, et évidemment, il a une connaissance parfaite de tout ce milieu artistique et justement de ces jeunes artistes qui veulent faire bouger les choses, et donc il va faire des comptes rendus assez remarquables, où il défendra Cézanne notamment, dans ce journal, dans le Sémaphore de Marseille. Donc les Marseillais ont pu, très tôt, avoir connaissance de cette petite exposition au boulevard des Capucines qui va rentrer donc, dans l'histoire. Alors,
la photo que vous allez voir ensuite va vous surprendre. Je vous dis, si vous allez au musée des Beaux-Arts, vous ne verrez aucune œuvre impressionniste. Mais à Marseille, vous pouvez voir au moins, à vrai dire, vous pouvez en voir 4, mais les plus faciles accessibles. Vous pouvez voir 2 œuvres, parce qu'elles sont dans la rue, 2 œuvres d'un artiste qui était présent dans cette exposition impressionniste. Et c'est ce que met en avant donc le musée d'Orsay. Quand on pense à cette exposition, on imagine une bande d'artistes rebelles, novateurs qui vont changer le monde. C'est vrai, il y en a. Mais il y a aussi d'autres artistes beaucoup plus classiques qui sont présents à cette exposition. Et il y a le sculpteur Auguste Autain qui présente des œuvres avec son frère qui lui est peintre, donc qui est présent à cette première exposition qui prendra le nom donc de première exposition impressionniste. Il est donc là présent en 1874. Et donc ici, si vous avez reconnu le détail, on est sur la façade de la Bourse, et Autain, qui est un grand sculpteur, qui a eu le prix de Rome, donc comme vous le voyez, il est dans la veine classique de la formation la plus habituelle des grands artistes français donc du XIXe siècle. Autain a travaillé à Marseille et donc il est présent sur le premier grand chantier qui ouvre la grande période monumentale des travaux du Second Empire, qui est celui de la Chambre de commerce. Et il livrera plusieurs statues pour la Chambre de commerce sur la façade, donc Timène et Pythéas, et à l'intérieur de la Bourse, il y a les grandes statues de la France et de Marseille en marbre dans le vestibule qui sont de lui. Donc, voilà, nous avons quand même à Marseille un artiste qui était présent à cette exposition mythique du boulevard des Capucines. Mais évidemment, c'est une plaisanterie. Alors, on se pose, je vous disais, pourquoi l'impressionnisme n'a pas eu, à vrai dire, d'influence, en fait, au moins pendant la première moitié la deuxième moitié du XIXe siècle à Marseille, alors qu'il y a un terrain particulièrement favorable. Pourquoi est-il favorable ? D'abord parce qu'il y a beaucoup d'amateurs d'art, donc il y a des collectionneurs, il y a quand même une vie artistique qui est importante. Il y a, ce qui n'est pas négligeable, il y a de l'argent. Et au XIXe siècle, il y a beaucoup d'argent donc à Marseille, donc des gens qui peuvent acheter de la peinture. Et il y a une vie assez dynamique, et notamment des expositions qui sont organisées par une très célèbre société, la Société artistique des Bouches-du-Rhône, qui pratiquement tous les ans, notamment sous le Second Empire, présente des œuvres au public, qui fait des tombolas. Donc le public peut repartir avec un tableau, et Dieu merci pour le musée des Beaux-Arts de Marseille, va faire des dons donc, au musée des Beaux-Arts de Marseille. Alors, la critique se plaindra souvent du peu d'intérêt de la plupart des artistes, des œuvres qui sont présentées donc, dans ces expositions de la Société artistique des Bouches-du-Rhône, mais c'est à vrai dire assez le reflet de ce qui se passe au grand salon parisien. Mais il y a des œuvres absolument remarquables qui sont présentées et qui vont terminées au musée des Beaux-Arts, qui vont être déposées, puis elles deviendront partie de la collection au musée des Beaux-Arts par la Société artistique des Bouches-du-Rhône. On voit très bien que le goût dominant à l'époque, qui est d'ailleurs le goût qui est celui du questionnement de la peinture dans ces années 1850-1860, c'est autour du paysage, et c'est l'école de Barbizon. Les Marseillais, les amateurs marseillais ont une passion pour les recherches, pour la peinture,
peinture donc, de l'école de Barbizon. Donc sont rentrés grâce au Musée des Beaux-Arts, grâce à la Société artistique des Bouches-du-Rhône, sont rentrés par exemple dès 1853 un très très beau tableau de Corot, vue prise de Riva. En 1859, date du tableau et de l'entrée donc dans les collections du musée, un autre remarquable tableau de François d'Aubigny, Les Graves à Villerville. Alors, dans les années, on est ici dans la fin des années 50, ce sont des artistes qui ont débuté déjà depuis plus d'une décennie et qui maintenant sont assez établis, mais qui rentrent donc dans les collections. Il y a eu des œuvres assez plus novatrices qui ont été présentées, et là encore, grâce à la correspondance de Manet, on sait que c'est Zola qui est intervenu, et en 1868, Manet expose 2 tableaux à Marseille. Donc il faut imaginer qu'en 68, bon, il est déjà assez connu, il a fait déjà donc des scandales, mais il y a eu déjà Olympia, il y a eu le Déjeuner sur l'herbe. C'est effectivement un des grands artistes de l'école novatrice. Et il est là, présenté à Marseille, et il espère d'ailleurs, il le dit à Émile Zola, qu'il espère vendre donc à Marseille, malheureusement. Ça, je le regrette bien. Ni la société artistique, ni aucun collectionneur marseillais n'a acheté les 2 tableaux de Manet qui étaient présentés donc en 1868 et qui, notamment, donc le chanteur espagnol est aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Donc je voulais montrer pour vous dire que cette vie artistique est d'un grand intérêt, n'est pas sourde aux innovations et aux recherches des peintres français. La ville elle-même a une politique d'acquisition très intéressante. Par exemple, en 1861, on achète pour le musée le tableau de Gustave Courbet, le cerf à l'eau, décision donc de la choix du conservateur et de la ville de Marseille. Acheter en 1861 un tableau de Gustave Courbet, c'est un geste fort puisqu'il est, enfin déjà, il est notoirement connu comme un opposant donc au régime et un opposant aussi à l'institution académique et au salon. Le premier, il a organisé une exposition personnelle face au salon pour montrer son opposition à l'art, donc à l'art officiel. D'ailleurs, quand Courbet est mort, des républicains vont venir au musée des Beaux-Arts déposer une gerbe de fleurs devant le tableau de Courbet. Donc en 61, on achète cette œuvre d'un artiste contemporain novateur, et en 1869, donc le tableau est antérieur de quelques années, on achète aussi ce tableau de Millet La Bouillie, qui est le premier tableau de Millet à rentrer dans une collection publique française, dans un musée français. Donc il y a, vous voyez, il y a un terreau tout à fait ouvert à l'innovation et à la vie, donc à la vie artistique. Mais c'est l'écume sur un fond beaucoup plus solide et plus traditionnel. Il y a, et elle est revendiquée, véritablement, il y a déjà des articles dans la presse dans les années 1850, il y a une école marseillaise. Et pourquoi il y a une école qui se revendique marseillaise? Puisque, bon, grâce aux institutions mises en place sous la Première République, il y a une école de formation
l'école de dessin, il y a un musée aussi. Donc il y a une école qui forme des artistes, qui forme très bien des artistes. Alors évidemment, la France est un pays connu pour sa centralisation et les meilleurs des artistes, les lauréats qui sortent de cette école, s'ils veulent avoir une carrière, une plus grande reconnaissance, évidemment, ils vont tous partir à Paris, se former dans des ateliers parisiens et essayer de passer le concours du prix de Rome, donc à l'école des Beaux-Arts à Paris. Mais il y a donc ce substrat là qui va former des générations d'artistes. Et il y a une personnalité qui va prendre la tête donc de cette expo, de cette école. C'est Émile Loubon qui prend la direction de l'école en 1845. Et c'est une personnalité fondamentale dans le développement des arts à Marseille. Il va former des générations donc, de peintres, et vous allez voir comme encore dans les années 1880, dans les œuvres que je vais vous montrer, on sent chez ces artistes qui sont là presque un demi-siècle après le début de Loubon au Salon en 1833, comment ils rendent hommage à cette très forte personnalité des arts à Marseille. En 1853, donc ça fait déjà 20 ans que Émile Loubon présente des œuvres au Salon. En 1853, il va présenter 3 œuvres au Salon, dont une qui est achetée tout de suite par la ville de Marseille. La ville de Marseille, prise des égalades un jour de marché, est devenue une image iconique de la ville. Elle est d'ailleurs... elle n'est pas présentée toujours dans la presse qui rend compte par la critique sous ce nom. Et il est parfois indiqué vue de Marseille prise de la Viste. Donc, image iconique que nous avons mis en confrontation avec, nous verrons, avec le tableau de Cézanne, le golfe de Marseille vu depuis l'Estac, qui est à peu près un point de vue assez semblable et un discours aussi qui n'est pas si éloigné. Ils sont évidemment aux antipodes du point de vue de la technique, mais il y a un discours finalement qui n'est pas si différent. Donc image iconique de la ville pour nous, hommes du XXIe siècle, puisque elle montre ce moment de bascule où la ville traditionnelle va se métamorphoser. Nous sommes en 1853. Vous revenez 30 ans après. Eh bien, tout ce site est urbanisé. Donc, il y a une métamorphose étonnante donc, de la ville. Et c'est là l'un des discours, d'ailleurs, que tient Loubon. Il y a à la fois un regard... il y a vraisemblablement un regard mélancolique sur ce monde, sur cette Provence qui est en train de changer considérablement, et tous ces artistes marseillais vont mettre en avant, chanter cette Provence rurale qu'ils voient considérablement changer ou dont ils pressentent qu'elle disparaît. C'était le même discours que tenaient dans la forêt de Fontainebleau les peintres de l'école de Barbizon, et c'est la lecture méridionale en fait des préoccupations de ces artistes devant ce monde autour d'eux qui évolue. Il y a évidemment un élément aussi qui est très important pour cette école, c'est le développement sous l'influence de Mistral, du Félibrige et de cette
prise de conscience d'une identité, provençale. Donc Loubon nous montre en quelque sorte la campagne qui va donc à la ville et ces vachers qui apportent ces vaches un peu éthiques au marché marseillais. 1853, c'est une date de bascule même dans le paysage marseillais, puisque n'apparaît pas encore Notre-Dame de la Garde, dont on va commencer la construction cette même année. Et vous avez en haut sur la colline, vous avez le fort de Notre-Dame de la Garde qui, pendant des siècles, a représenté Marseille. Loubon, c'est plus justement, il y a tout un jeu donc dans le tableau qui montre à la fois le passé, cette ville donc encore rurale, et les premiers signes de l'industrialisation. Vous devinez, oui quand même on les devine bien sur l'écran, vous voyez à peu près à l'emplacement de l'Estac, d'ailleurs, où vous verrez que Cézanne reprendra ce motif, les deux cheminées fumantes, donc de l'industrie qui rappelle l'industrie qui s'installe dans la banlieue marseillaise. Et à côté, vous avez, de l'autre côté du personnage, vous avez le moulin. Donc ça, c'est toute la Provence traditionnelle. Oui, il est difficile de voir là sur l'écran, quand vous regardez la mer, vous voyez à la fois des bateaux à voile et au loin, on devine la fumée d'un steamer qui s'échappe. Donc les deux mondes qui cohabitent, et vous avez... Alors, il faut avoir de bons yeux. On le voit plus sur le tableau. Vous avez à l'extrême gauche, là, ce rectangle, ce long rectangle noir, c'est en fait la première gare Saint-Charles. Donc les deux mondes cohabitent. Alors regardez bien, il y a des détails qui sont vraiment constitutifs donc de l'art de Loubon. Là aussi, on oublie ce qu'un tel tableau qui est présenté à Paris peut avoir d'absolument étonnant quand on pense au tableau de l'école de Barbizon, le Daubigny que je vous ai montré, le Corot. Donc c'est des ciels plutôt sombres, des ciels gris. Et quand un peintre arrive avec ce bleu éclatant, ce bleu du ciel, cette tache de la mer dans un pur aplat d'un bleu très, très soutenu, ou même le massif de Marseille vert dans le fond, dont les ombres sont teintées donc dans une gamme de bleu, c'est une gamme de couleurs qui paraît totalement étonnante. Et aussi tout ce premier plan, totalement aride, marqué de sillons, qui représente une réalité quotidienne donc de la Provence, le manque d'eau. Hein. C'est bien pour ça qu'on va construire le palais Longchamp, pour commémorer enfin l'arrivée de l'eau en abondance à Marseille, en provenance du canal de la Durance. Donc ce paysage aride, sec, qui stupéfie les Parisiens quand ils arrivent à Marseille. Je crois que c'est Théophile Gautier qui prend le bateau pour aller à Constantinople, et il arrive là et il a déjà l'impression d'être en Afrique du Nord devant l'étonnante aridité du paysage. Et quand on présente ce tableau, on raconte souvent l'anecdote assez étonnante. Donc ces Marseillais sont habitués à cette aridité qui est celle de leur quotidien, qui est celle de génération et de génération, qui va changer notamment avec l'arrivée des eaux du canal de la Durance. Et quand on va, après, 17 ans après ce tableau, les travaux de Notre-Dame de la Garde sont achevés. Et donc on va décider
de boiser la colline au pied de Notre-Dame de la Garde. Et il va y avoir des pétitions des Marseillais pour s'opposer au boisement de la colline de Notre-Dame de la Garde, puisque c'était radicalement changé les paysages qu'ils avaient depuis toujours connus. Alors, Loubon présentait 3 tableaux, donc, notamment 2 tableaux de très grand format. Cet autre tableau, les menons en tête d'un troupeau en Camargue. C'était ces boucs, les menons, c'est les boucs castrés qui sont mis en tête du troupeau avec des clochettes, et donc tout le troupeau suit derrière. C'est aussi un très très grand format, et donc une composition assez étonnante en premier plan avec tous ces boucs, et ce goût aussi du mouvement, des troupeaux en mouvement, de la poussière qui s'élève de ces chemins, puisque là aussi c'est un quotidien qui pour nous a totalement disparu. Évidemment, les routes ne sont pas goudronnées, et quand on se déplace sur ces routes provençales, eh bien, ces routes sèches, arides, évidemment, la poussière se lève. Et évidemment, paradoxalement, en fait, c'est ce tableau-là qui va retenir l'attention du public au Salon à Paris en 1853, public qui est stupéfait devant cette étonnante composition, ces contrastes très très forts, les boucs noirs, au premier plan, cette cavalcade du troupeau derrière, la poussière sur ce fond bleu criard. C'est ce tableau qui retient l'attention de la critique, et l'attention des humoristes qui ont toujours là-dedans très très dur, et qui vont faire une petite caricature de ce tableau. C'est d'ailleurs dans un album que dessine Nadar à chaque salon, un album comique du salon, où il caricature les boucs de Loubon comme des danseuses, et la lumière criarde du tableau, les couleurs très fortes. En fait, au premier plan de la caricature, vous voyez, en fait, ils sont sur une scène avec la lumière des projecteurs qui les éclairent par en dessous. Nadar avait bien perçu cette étonnante mise en scène de la lumière et de la couleur. Donc Loubon revient très souvent sur les mêmes thèmes, et toujours passionné par cette Provence rurale, et qui est une Provence en fait du mouvement. Enfin, en tout cas dans ces tableaux. C'est une Provence du monde, du travail, pas du travail urbain, mais du travail des champs. Et ce monde est toujours en déplacement. Les troupeaux, les paysans, les paysannes qui vont de marché donc en marché, des moutons, des vaches, toujours un peuple en mouvement sur ces routes, toujours de terre battue, creusée, de profonds sillons que laissent les charrettes qui les arpentent. Il y a aussi un goût qui va rester beaucoup dans l'école marseillaise pendant longtemps sur ces vues, ces grandes vues panoramiques. Ce sont toujours des paysages très, très ouverts, et que dominent des ciels quand même très clairs, même s'il y a des nuages, on le sait. Il y a des nuages aussi dans les ciels de Provence, mais on a quelque chose de très clair, de très, très lumineux, et dont on a évidemment aujourd'hui peut-être perdu la notion de nouveauté lorsque de telles œuvres étaient présentées au salon. Alors je vous ai dit que Loubon, puisqu'il était à cette place stratégique de directeur de l'école des beaux-arts, a formé des générations d'artistes, et certains exceptionnels, et qui, avec leur propre personnalité,
rendent quand même toujours un hommage, et longtemps après sa mort, à son travail. L'un des plus intéressants, l'un des plus remarquables, c'est évidemment Paul Guigou, qui malheureusement va mourir très jeune. Guigou, il meurt en 1871, justement, juste avant que se développe ce mouvement impressionniste. Et on peut toujours se demander, puisque tous ces gens-là ont des contacts avec la scène artistique parisienne, ils sont souvent à Paris, de toute façon, si on veut vivre de son travail d'artiste, il faut obligatoirement être à Paris, être vu au salon, et c'est là que se trouvent les commanditaires. Donc une des figures les plus passionnantes dans la lignée de Loubon, de cette école marseillaise, c'est Paul Guigou. Ici, on a un de ces rares tableaux de très grand format, donc 1862, et il le présente au salon à Paris, au salon de 1863. Il a effectivement le format de salon, c'est-à-dire un très grand tableau. Il faut pouvoir se démarquer parmi les centaines et centaines d'artistes qui sont présentés. Salon de 1863, c'est aussi une date dans l'histoire de l'art, une date de ces grandes ruptures, puisque il y a un jury pour pouvoir présenter ses œuvres au salon, et un jury qui est de plus en plus dur et qui est particulièrement sévère en 1863. Et devant la bronca des artistes, le gouvernement va accepter la création d'un salon rival qui est resté sous le nom de Salon des Refusés. Et c'est en 1863 que Manet, qui n'a pas été accepté au salon officiel, va présenter le Déjeuner sur l'herbe, là, une de ces premières grandes ruptures dans l'histoire donc de la peinture en France. Alors, Guigou a une immense personnalité d'artiste et une technique et un faire qui est très, très personnel, mais on voit quand même l'hommage ou la lignée, l'héritage donc de Loubon dans la vue panoramique. Loubon va mourir en 1863. Donc ce goût pour la vue panoramique, ces grands ciels d'une si claire, si lumineux, on trouve toujours là encore des personnes qui cheminent sur ces routes donc, de Provence. Alors, là, évidemment, une photo ne vous donnera jamais la qualité de l'original. Vous pouvez venir au Musée des Beaux-Arts, c'est gratuit, donc vous pouvez le voir de près. Il y a au premier plan un traitement tout à fait exceptionnel du point de vue technique de la végétation, qui est extrêmement subtile, savant, fait de petits coups de pinceau en traits, puis en petites touches, avec des touches de couleur, de rouge, de vert. Il y a véritablement une innovation technique, et on peut toujours se demander ce que aurait pu devenir l'art de Guigou après la connaissance des recherches de tous ces peintres impressionnistes. J'ai fait un choix donc, de quelques tableaux de la collection donc, du Musée des Beaux-Arts. Ici, un tableau de la Roque d'Anteron, où on voit, là encore, dans la lignée de Loubon, cette représentation, même si ici c'est un monde de l'eau, la Durance, mais c'est la Durance, c'est pas du tout un fleuve du nord de la France, donc où il y a à la fois l'eau, mais l'aridité du sol, la vue panoramique avec ces lavandières qui sont les seules incursions du monde du travail dans l'œuvre de Guigou. Donc ces lavandières qui sont en train donc de laver le linge au bord de la Durance. Mais on retrouve cette même gamme
une gamme de coloris et cette importance évidemment donc du bleu. Évidemment, une projection ne vous donne jamais l'idée du format. On a vu les collines d'Allo étaient un très grand format, la Roque d'Enterron un format moyen. Ici, c'est aussi un auteur de sublimes esquisses et bien voilà, on a cet effet panoramique et de cet écrasement des couleurs sous la lumière dans des petites esquisses ici, donc dans une petite vue donc de plan d'Orgon. Alors, les peintres peuvent s'aventurer aussi dans une Provence qui n'est pas toujours celle de l'aridité, une Provence intérieure. Ici en 64, donc on a les grands saules, avec une autre gamme de couleurs, mais toujours, vous le remarquez, même sur un format vertical, l'effet panoramique, ce ciel immense qui pèse sur le paysage. Et alors là, on a toujours ces scènes qui sont témoignent d'une réalité quotidienne. On a encore des lavandières. Les impressionnistes, on pense à Degas, vont aussi beaucoup représenter les lavandières, qui est un métier extrêmement pénible, notamment dans toutes les scènes que représentent Daumier et Degas. C'est un labeur particulièrement dur et pénible, mais ici, il y a aussi peut-être cette évocation du mythe de la Provence heureuse qui deviendra aussi un mythe d'une sorte de farniente et de douceur de vivre, on va dire. Et l'une des lavandières au premier plan, je ne sais pas si vous la voyez quand même bien sur l'écran, se repose en fait et elle dort sur son ballot donc de linge. Et vous verrez, notamment à partir des années 1880, peut-être là aussi sous l'influence du Freddy Brige, les peintres, même s'ils montrent une certaine réalité sociale, il y a quand même toujours l'association de l'image du bonheur de vivre donc dans le sud. Alors voilà l'un des deux tableaux prêtés par Orsay, donc qui est la lavandière, donc ce thème de prédilection de Guigou, et c'est une sorte d'unicum dans son œuvre, puisque vous voyez les personnages dans ces tableaux sont vraiment de toutes petites figures perdues dans un immense paysage, et là on a un cadrage très resserré sur cette femme donc en train de laver son linge, et tout est unique et extraordinaire donc, dans ce tableau, et inhabituel et assez rare. Il n'y a pas d'autre exemple aussi fort dans toute son œuvre. Donc un cadrage très resserré qui laisse deviner simplement quelques éléments du paysage. On devine, quand on est devant l'œuvre, à l'arrière-plan, une sorte de viaduc, de pont, donc au bord de l'eau. Le personnage est vu de dos, ça c'est une des grandes caractéristiques de l'art de Guigou, de représenter toujours ces personnages de dos. Un cadrage très serré en contre-plongée, on voit qu'on domine le personnage donc en hauteur, une utilisation de la lumière et des ombres très, très, très brutale, tout se dégage très, très, très franchement, la lumière qui frappe très fort sur le corset blanc, la robe paraît d'une matière extrêmement épaisse, quasi sculptée de grands plis très sculpturaux, avec une petite
nature morte. Au premier plan, dans le tian, il y a tous les instruments, tous les éléments qui vont servir à la lavandière qui est dans sa caisse pour se protéger les genoux, qui vont aider donc la lavandière dans son travail. Alors, c'est assez étonnant, le tableau est de 1860. Guigou, c'est l'année suivante qu'il va décider de se consacrer définitivement à la peinture. Il hésite entre sa carrière dans le notariat et sa carrière de peintre. Alors, heureusement, c'est peut-être pas ce que diraient les notaires, c'est peut-être une grande perte pour le notariat, mais pour nous, qu'il se soit consacré définitivement à la peinture, c'est une grande chance. On voit tout le potentiel quand on voit cette œuvre assez unique, à la fois dans l'œuvre de Guigou et dans la peinture, l'histoire de la peinture française. On sent bien tout le potentiel qu'avait Guigou d'invention, de création, qui malheureusement 11 ans après il meurt, donc il ne va pas pouvoir trop le développer. Là encore un exemple de l'étonnante modernité de Guigou. Ici c'est un tout petit tableau qui nous a été donné en 2014, je crois, un exceptionnel tableau de Guigou d'une étonnante modernité quand on se pense dessus. Le titre, La Canebière et les allées de Mayence, je ne sais pas si vous avez arrivé à repérer les lieux. Donc vous avez le Vieux-Port donc dans votre dos et alors on ne voit pas les réformés et vous avez en fond dans l'axe cet immeuble qui a été depuis surélevé mais qui existe toujours, hein, qui est juste à côté des réformés entre la rue Consolat et le boulevard de la Libération, avec une façade donc semi-circulaire. Et donc c'est une époque où le nom de Canebière ne court pas sur toute la longueur de la voie. Hein. Ça sera qu'à partir de, je crois, 1927, c'est au XXe siècle, qu'elle prendra le nom de Canebière sur toute sa longueur. Vous avez la Canebière depuis le Vieux-Port jusqu'au, on va dire, au cours Saint-Louis, au cours Belzins. Après, vous avez la rue de Noailles. Et par suite, donc, après, les allées donc, de Meillan. Et ce qui est d'assez étonnant donc, dans cette œuvre de Guigou, c'est en fait cette instantanée, c'est comme une prise photographique vous voyez cette femme qui est en train de traverser la rue, qui est prise dans son mouvement. Vous avez même il réussit à donner la sensation du vent dans les grands auvents qui protègent les boutiques et les étals devant donc les boutiques, une sorte d'instantané de la vie quotidienne. Et c'est une très rare vue de Marseille. Les peintres marseillais ne se sont pas intéressés à leur ville. Les seules vues de ville qu'on a, c'est le port. En dehors du port, je connais un tableau de Monticelli qui est à la Borel Collection où on voit un marché donc, de l'intérieur donc, de la ville. C'est plutôt au début du XXe où les artistes marseillais vont s'intéresser à leur ville. Ils ne la regardent pas pendant au moins tout le XIXe siècle. Et il y a des partis pris très, très étonnants, comme le premier plan, puisque vous avez au premier plan de ce remarquable petit tableau, vous avez droit comme un réverbère, donc un élément on ne peut plus quotidien moderne, hein, et ce petit chien, de profil, comme un personnage égyptien qui est vu donc, au premier plan. Une grande verticale, une petite horizontale, donc beaucoup d'inventions et aussi cette représentation de la vie moderne. Et il y a quand même là encore l'hommage et l'héritage de Loubon, puisque qu'est-ce qu'on voit au premier plan ? On voit cette
rue, bon là évidemment elle est pavée, mais qui est traitée dans des tons tout à fait crayeux, et vous avez, comme dans les tableaux de Loubon, ces grandes ombres, donc on comprend que ce sont les ombres des arbres, mais on ne voit pas les arbres qui les produisent, qui sont très marqués, qui se détachent sur ce fond très clair. Une autre des grandes figures qui est plus ancienne, de quelques années que Guigou, c'est Marius Engalière. Et je vous montre toute une série d'esquisses de Marius Engalière pour vous montrer comment cette école marseillaise s'intéresse donc au paysage et aux effets de la lumière donc sur le paysage méridional. Et Marius Engalière, qui a aussi fait des tableaux de grand format, est tout à fait extraordinaire donc, dans ses esquisses qui montrent évidemment un premier travail de plein air, de l'atmosphère, de l'étude donc de la lumière dans le paysage. Ils n'ont pas encore tout à fait, ils se déplacent, hein. Bon, ils n'ont pas techniquement encore les facilités d'utilisation de couleurs facilement transportables, donc c'est vraisemblablement repris et travaillé en atelier, mais il y a évidemment cette volonté de prendre des notes sur un sentiment, des variations de la lumière, des ombres avec ce ciel nuageux sur le paysage. Et nous avons une série d'œuvres, de petites esquisses de Engalière. La Sainte-Baume, vous voyez, était quand même beaucoup plus achevée, vraisemblablement retravaillée dans l'atelier. Ici, dans cette clairière, on voit que c'est beaucoup plus rapide. Donc ce sentiment de la végétation, de la lumière et de la lumière dans la végétation et dans ce ciel. Donc une vue aussi d'une petite étude, une petite esquisse de la rivière. Donc il y a vraiment ancré chez Jean d'abord le goût du paysage, le goût de leur paysage si particulier, et la rapidité, la sensation de la lumière. Ainsi, un de ces tableaux que je trouve tellement étonnant, et donc une scène de la ruralité, et d'ailleurs de la première mécanisation de la ruralité provençale, avec donc une scène donc de moisson, avec des audaces de couleurs, notamment avec cet instrument qui vraisemblablement sert à faire les meules, les bottes de foin, et qui est donc mue par des chevaux, et qui est traité dans un bleu clair très très fort, qui se détache sur le jaune des meules. Oui. Alors, il y a dans cette école marseillaise le goût de la représentation, de la lumière, le goût de la couleur, l'intérêt pour le paysage. Il y a aussi, là je vais vous montrer les personnalités sont quand même chacune très, très différentes. Il y a deux personnalités que j'ai appelées les excentriques, et qui est évidemment une formation tout à fait habituelle et traditionnelle pour un artiste, mais qui vont développer leur originalité, l'une encore plus originale que l'autre. Et parmi ces excentriques, c'est-à-dire qui choisissent des voies, qui poursuivent leur voie et qui s'écartent d'une voie officielle, il y a Ziem.
dont on voit évoluer la technique au fil de sa carrière. Alors il est bourguignon, mais il a beaucoup vécu donc dans le sud, à Marseille. Évidemment, après, il va s'installer à Martigues. C'est aussi un très très grand voyageur, comme beaucoup de ces peintres, mais il est traditionnellement rattaché à cette ambiance, à cette école. Il est revendiqué comme membre de cette école dans la critique locale du 19e siècle. Un de ses tableaux de sa jeunesse, de sa première manière, le quai du port. Je vous ai dit que la représentation de la ville est assez limitée à Marseille, et elle est essentiellement limitée au Vieux-Port. Et dans cette vue deuxième, c'est une vue du Vieux-Port assez inattendue, puisque généralement on montre le port lui-même, mais ici vous remarquerez que dans cette vue on ne voit pas l'eau. Elle est souvent un axe assez inhabituel. Vous devinez à l'arrière-plan les façades de l'hôtel de ville. Et donc cette forêt de mâts qui est une réalité marseillaise, et la vie extrêmement active des travailleurs du port. Là aussi, c'est une constante dans les représentations du port. C'est certes la mer, mais c'est le monde des travailleurs, et c'est l'endroit où on perçoit peut-être le plus aisément à l'air libre le monde du travail. Donc ici, on a une matière tout à fait traditionnelle, mais déjà, vous retrouvez cette place des ciels bleus qui occupe les trois quarts du tableau, et cette grande façade blanche sur laquelle s'inscrit très brutalement les ombres du toit au sommet. Donc il y a déjà des audaces de composition. Et donc Félix Diem est beaucoup plus divers peut-être que d'autres peintres de cette école de Marseille. Il y a une grande poésie donc dans son travail, et quelqu'un qui est fasciné du fait de ses voyages par d'autres horizons que ceux de la Provence. L'Orient, évidemment, est un de ces grands lieux d'inspiration, et évidemment Venise, qui pour tous ces artistes du 19e siècle est un grand lieu d'inspiration, et qui génère une vision assez mélancolique, puisque la Venise qu'il fréquente est une Venise, il le voit bien, moribonde, qui a perdu de sa superbe, mais qui a gardé toute sa poésie. Et là, je vous ai mis deux tableaux qui ont le même thème. Donc c'est cette vue de Venise avec le Bucentaure, la mythique galère de Venise, sur laquelle le doge, une fois par an, se mariait avec la mer, mariait Venise avec la mer en jetant un anneau donc dans la mer. Et la galère du Bucentaure était extraordinairement décorée, tellement symbolique de la puissance de Venise, que quand les Français prennent la ville, une république donc française s'installe donc à Venise, elle va faire brûler ce symbole du pouvoir ancien donc de Venise. Alors ici, on a un tableau qui est acheté par une grande collectionneuse marseillaise, c'est Marie Grobet, donc un splendide tableau avec un splendide cadre donc de grand format, donc un rêve donc sur une sorte de Venise idéale donc du XVIe siècle, avec le Bucentaure. On doit être dans les années 70, et plus tard, il reviendra sur ce thème donc du Bucentaure, et avec une invention technique qui est celle qui est la sienne, très inspirée de la
très marqué par la peinture de Turner. Et donc une peinture extrêmement liquide, rapide, où tout se fond dans un jeu donc, de couleurs, et on reconnaît que quelques détails, le bus centaure, le campanile de la place Saint-Marc, mais en tout cas une grande liberté technique. Siem connaît un immense succès, c'est un homme riche, il a une très très grande clientèle européenne. Et quand la critique locale, notamment au début du XXe siècle, se penchera sur son histoire artistique, elle verra notamment dans Siem, par la liberté de sa technique, un des grands novateurs donc, de la peinture. Et donc il y a même un critique, Roger Miles, qui en 1902 écrit dans un ouvrage sur Siem, qui voit en lui la genèse de l'école impressionniste. L'autre grand excentrique, c'est évidemment Monticelli. Ici, nous avons un portrait donc de Madame, le fameux portrait de Madame Pascal, 1871, c'est l'année de son retour à Marseille. Il a fui les événements, l'avancée des troupes prussiennes et puis la Commune, et donc il retourne à Marseille où il va rester jusqu'à la fin de ses jours. Et il y a une invention technique dans la robe qui est tout à fait, qui est absolument incomparable et qui nous sidère encore aujourd'hui, où on compare la façon dont est traitée la robe de Madame Pascal avec le dripping de Jackson Pollock, par exemple. Il y a rien donc de comparable. Notamment aussi dans cet étonnant portrait de Emma Ricard, qui a été son grand amour qui n'est pas partagé. Il y a, disons, vraiment une manière qui est totalement personnelle, qui n'a absolument pas d'équivalent donc dans la peinture du moment. Alors, ce qui a, on va dire, nuit à la célébrité, à la reconnaissance de Monticelli par la suite, c'est que c'est peut-être une des grandes sources donc, d'inspiration qui est totalement passée de mode, c'est le XVIIIe siècle, les scènes donc, de fêtes inspirées donc, des fêtes galantes, et tout ce néo-rococo qui passionne les amateurs et les collectionneurs au XIXe siècle. Oscar Wilde lui-même aura un tableau de Monticelli dont il était très très fier. Donc une fois cette mode néo-rocaille passée, et sa production pour vivre a été extrêmement importante, elle lui a beaucoup nui. Et même quand on regarde ces tableaux, il y a une très grande inventivité technique, mais malheureusement, le sujet a nui à la perception de la modernité de cet artiste. C'est cette peinture qui triomphe à Marseille, qui est achetée par les collectionneurs. Et ici, nous avons donc je vous ai mis cette photo, cette image donc de ce tableau du musée des Beaux-Arts, qui est le premier tableau de Monticelli, qui rentre dans les collections marseillaises en 1882. Nous avons beaucoup de tableaux de Monticelli, et tous proviennent de collectionneurs marseillais et arrivent en fait dans les collections au début du XXe. Donc c'est vraiment ce type de peinture qui triomphe, et on oublie là encore l'étonnante inventivité de Monticelli, notamment donc dans des paysages comme ces collines du Garlaban, qui ont où il y a une inventivité plastique sur la touche extrêmement épaisse qui est triturée, des cadrages très étonnants,
tout est cadré de façon extrêmement serrée, et vous avez toute cette masse rocheuse et de terre qui occupe presque indescriptible, qui occupe la majorité du tableau, et vous avez, contrairement à ce qu'on avait pu voir dans tous ces tableaux d'école marseillaise, vous avez la zone du ciel qui est effectivement traitée en bleu et qui est limitée à une petite bande dans la partie supérieure du tableau. Et quand on voit ce paysage, on verra avec Cézanne, Monticelli et Cézanne, qui se connaissaient, qui étaient amis, ont arpenté les collines autour de Marseille pour chercher des sujets d'inspiration. Là aussi, je vous montre donc un sous-bois. Il y a aussi ce refus de ce qu'on appelle la couleur. C'est la couleur subjective, c'est-à-dire que pour représenter la nature, on a des tons de brun, d'ocre très différents de ce qu'on attend généralement de la peinture de paysage. Il y a une très grande liberté à la fois dans la technique et dans le choix des couleurs. Alors parfois, il y a une plus grande fidélité à la couleur rétinienne de ce qu'on perçoit donc du paysage, comme ce tableau, les chênes à Saint-Zacharie. Mais il y a toujours une très grande inventivité. Cette fois-ci, le ciel, il est rejeté sur le côté. C'est un petit morceau de ciel bleu donc sur le côté. Et la figure humaine, le personnage en blouse bleue et avec un petit béret rouge, vraisemblablement d'ailleurs un artiste, c'est comme ça qu'on les représente au XIXe siècle, donc ce fond dans ce paysage est traité de la même façon, de la même touche que l'herbe ou que les bois. Donc je vous ai dit, Monticelli et Cézanne se connaissaient. Vous savez qu'il y avait un autre grand peintre de la modernité qui avait une passion pour Monticelli, c'est Van Gogh, et s'il descend dans le Midi, il compte aller jusqu'à Marseille, c'est pour acheter des... Au tout début, il ne sait pas que Monticelli est mort, donc c'est Van Gogh. Il ne sait pas que Monticelli est mort, il compte le rencontrer, puis après, il apprend sa mort, mais il veut venir à Marseille pour acheter donc des toiles et en faire commerce avec son frère Théo, puisqu'il admire et il fait une sorte de projection sur cet artiste qu'il estime malheureux et incompris comme lui. Alors malheureusement pour nous, il va faire d'abord un arrêt à Arles, et il va rester, il ne poussera pas jusqu'à Marseille. L'autre figure de l'histoire de la peinture extraordinaire, alors lui, c'est un Aixois, mais qui a vécu donc à Marseille, qui fréquente Marseille depuis le milieu des années 60, c'est Cézanne. Et donc le musée d'Orsay nous a prêté ce très célèbre vue du golfe de Marseille, qui est vraisemblablement datable des années. C'est très difficile de dater précisément les œuvres de Cézanne dans cette période qui est dans les années 78, peut-être jusqu'en 1885, suivant les spécialistes. Donc Cézanne fréquente depuis le milieu des années 60 l'Estac, en fait où il cache sa liaison donc avec son épouse qu'il n'a pas avouée donc à son père, et quand il va le voir à Aix, il y va seul. Et là, il va opérer une révolution donc sur le paysage et se libérer des leçons ou de l'influence des impressionnismes qu'il a côtoyé, puisque lui, il était présent aussi à la première exposition impressionniste. Quand on voit ce tableau, la vue est à peu près la même que celle du tableau donc de Loubon, et évidemment Cézanne, qui a dû fréquenter le musée,
Malheureusement, là encore, la malchance du musée, il a un projet d'offrir, pour être exposé dans le musée, il a un projet de faire un tableau avec deux de ses amis, Fortuné Marion et un ami donc allemand, de faire un triple portrait et l'offrir au musée de Marseille. Malheureusement, il n'en a rien fait, il n'a pas peint ce tableau. Donc il connaît le musée, il a vraisemblablement vu, quand il est à Marseille, dans les années 60, le tableau de Loubon est déjà exposé au musée. Et il y a certains points de comparaison, pas évidemment pas du point de vue technique, mais il y a d'abord cette même angle de vue donc de la ville, cette même représentation de la mer qui pénètre donc dans les terres et qui est traitée comme un aplat de bleu. Mais évidemment, il y a une avancée plastique remarquable et qui est le début du grand tournant de l'œuvre de Cézanne, où il va achever en solitaire son parcours avec donc une invention plastique absolument remarquable, où une peinture très construite, très synthétique, qui va se détacher des dilutions impressionnistes. On le voit donc dans les détails, cette fameuse touche qui n'est pas le petit point impressionniste, mais cette touche de petits traits donc cézannien, avec cette opposition des ocres et des verts, cette patte extrêmement épaisse, présente, qui n'a rien de la fluidité qui va permettre de construire le paysage. Ici, on a le même. En fait, ce qu'on voit, c'est Notre-Dame de la Garde et la colline en dessous, et qui est parfaitement. Les rochers sont construits. Il y a cette synthèse, cette synthétisation donc du paysage qui va être tout son travail dans les années qui suivent et qui se font là, donc à l'Estac. Alors, malheureusement, pour nous, ces extraordinaires recherches, elles vont être connues de plusieurs artistes. Bon, d'abord de Monticelli, avec qui il travaille dans ces années 80, ils font je vous l'ai dit, ils font le tour des collines de Marseille pour chercher des sujets. Et Renoir, par exemple, en 82, va venir à l'Estac. Donc le lieu va rester, notamment au début du XXe siècle, un lieu mythique, une des places de la peinture, mais ne va pas avoir d'écho, malheureusement, dans la vie des peintres locaux. Et Cézanne ne laissera, enfin pas plus qu'il n'en a laissé au musée d'Aix, mais ne laissera d'œuvre à Marseille. Ce qui va triompher donc, dans ces années, dans cette décennie des années 70-80, où donc se développe ce qui va être le mouvement impressionniste, ce qui triomphe à Marseille et qui enthousiasme les amateurs et les peintres, c'est le naturalisme. Alors, c'est-à-dire une vision donc une traduction du réel. Alors, elle se fait souvent comme les impressionnistes, sur le paysage, et donc le paysage marseillais. Et on commence peut-être à voir l'influence des recherches impressionnistes. Ces peintres marseillais, donc dans leur paysage, font rentrer la notion du moment. Ici, Raphaël Ponson, c'est la matinée à Saussé, dont le titre de l'œuvre va être figuré l'impression du moment, l'heure ou le moment de la journée auquel le tableau a été peint.
notamment dans cette vue de Saussé par Raphaël Ponson. Alors on retrouve des éléments issus des idées de Loubon, comme les grandes vues panoramiques, mais vous voyez que commence à rentrer une plus grande subtilité dans la représentation du paysage. Et ces peintres aussi parfois s'amusent. Le Midi étant la terre du soleil, a représenté une autre Provence. Et la Provence, d'ailleurs, alors soit celle du mauvais temps, si nous n'avions pas le titre de l'œuvre, ça aurait pu être tout à fait une vue de Bretagne. Mais voilà, il y a un sentiment d'une autre évocation donc, de la lumière. Un autre prêt à cette présentation donc, du Musée des Beaux-Arts qui nous a été fait est celui donc, du Musésième, du musée de Martigues, qui nous a prêté ce tableau de Jean-Baptiste Olive pour lequel j'ai eu une passion. Qui est un tableau extrêmement impressionnant. Donc on l'a mis, quand vous rentrez dans la salle, vous voyez lui en premier. Donc Lillemeyer vers 1880. Et on voit comment pénètre cette modernité dans la peinture marseillaise. Il y a, disons, une représentation quasi photographique, on a l'impression donc d'un cliché extrêmement impressionnant. L'île prend une dimension quasi mythique, quasi fantastique. Donc on a l'impression, il y a aussi une très grande sophistication donc de l'utilisation donc de la lumière. Donc on a l'impression de rentrer dans le réel. Or, quand on regarde précisément donc le tableau, c'est tout le travail et le génie du peintre. Les petits, oui, vous les voyez, les petits bateaux qui sont représentés ne sont absolument pas à l'échelle, ils sont beaucoup plus petits, ce qui vous donne ce côté totalement dramatique et monumental donc de l'île mère. Donc c'est ce jeu subtil entre la réalité matérielle de cette lumière très crue, très forte, et la transmutation par le peintre pour donner à l'œuvre une présence et une force encore plus importante. Donc, goût du réel, du naturalisme, et toujours la représentation du monde du travail, extrêmement d'une très grande précision, dans le débarquement des blés d'Alphonse Mout. Donc on voit la vie du port, et il existe une gravure où sont indiqués tous les noms des personnes présentes sur ce tableau, et chacun, donc c'est une personne réelle, c'est une véritable photographie. Chacun de ces ouvriers donc a un nom du capitaine grec sur le bateau, ce sont des ensacheurs, des cribleurs, voilà. Donc la modernité, c'est pour ces peintres marseillais, c'est la modernité du réel. On a réuni 2 tableaux de Mout. Il y en a un qui est en dépôt à l'extérieur, qui n'est pas souvent donc dans le musée, et qui montre là aussi cette passion du réel et de la vie du travail et du monde du travail. Alors on ne montre pas, vous remarquerez, on ne voit jamais, et pourtant il y en a déjà, on ne montre jamais le monde de l'usine. C'est le monde des petits métiers qui vont disparaître. C'est celui des paysans, c'est celui des pêcheurs, peut-être sous l'influence là aussi du félibrige qui est maintenant auquel adhèrent la plupart donc de ces artistes, et qui vendent et qui chantent cette Provence qu'ils pensent immuable et qui évidemment ne l'est pas, et qui va évoluer comme tout autour d'elle. Donc, alors l'héritage de Loubon, on le voit bien, c'est là encore dans la vue panoramique, dans ses premiers plans ici de la plage, très très crayeux, très très au creux. Et donc graphiquement, c'est assez intéressant parce que ça serait une des
représentation de la bouillabaisse. Parce que vous voyez le petit pêcheur qui souffle donc, pour attiser le feu du réchaud. Et vous savez, encore à cette époque, la bouillabaisse, c'est le plat du pauvre, c'est le plat du pêcheur, hein, qui est fait avec les poissons qu'on considère ne pas être en état d'être vendus au marché ou qui sont pas... Voilà, et donc c'est fait avec les invendus et les non vendables, et donc avec lequel donc, on fait cette soupe qui deviendra par la suite... au contraire, une soupe bourgeoise et très chère. L'autre vue que nous avons pu réunir, donc ce tableau est rarement présenté au musée parce qu'il est en dépôt à l'extérieur, un coin de plage du Prado, et donc toujours cette représentation du monde de travail et du monde donc de la pêche. Et en fait ici on a le pêcheur qui court, qui va vraisemblablement apporter sur le marché le résultat de la pêche, le petit résultat donc de la pêche. L'hommage à Loubon, on le voit très bien au premier plan de la plage avec les grands sillons donc dans le sable, avec aussi cette ombre portée très marquée sur le sol. Et c'est aussi le choix, visiblement, vu les habits surtout des pêcheurs au second plan, c'est plutôt... Donc c'est une lumière du matin et une lumière donc de l'hiver, hein, et pas la plage, c'est encore le lieu du travail, ça deviendra le lieu du loisir beaucoup plus tardivement. Un autre de ces peintres naturalistes, Joseph Garibaldi, qui montre donc l'atelier d'un peintre. Alors je cherchais dans les indicateurs marseillais du 19e siècle, il y a quelques peintres sur le Vieux-Port, en tout cas il n'y a pas Joseph Garibaldi, donc c'est pas son atelier. On est du côté de Rive-Neuve, et donc quand un Marseillais regarde ça, c'est la vie moderne qui est représentée. Ça pourrait être, je disais, une sorte de version marseillaise des hommes à leurs fenêtres de Caillebotte, où on montre un Parisien devant la fenêtre de son appartement dans un immeuble haussmannien. Mais ben voilà la version marseillaise, puisque c'est un homme en habit contemporain, en costume, qui lit son journal, avec un contre-jour tout à fait étonnant, ce qui fait qu'il est quasi dans l'ombre, et qu'au fond on a rentre donc dans l'atelier sombre, on a le ciel, la lumière et le ciel éclatant du port de Marseille. Donc c'est le charme de l'image, un tableau qui attire beaucoup les gens, nous fait oublier toute la modernité qu'il y a dans la mise en scène de cette représentation, dans ces cadrages aussi. Et je voulais terminer par ce tableau de Delpiane, immense artiste qui sera un très très grand affichiste. C'est notamment l'auteur des affiches des expositions coloniales qui sont si célèbres. Ici, on a un jeune Delpiane, il a une vingtaine d'années, on est en 1890. Et ce tableau, alors il n'est pas présenté avec les autres parce qu'il remplace un tableau qui est autour des grands tableaux que nous a prêté le musée d'Orsay, mais il porte un message étonnant. Alors, vous êtes en 1890, vous êtes sur un des lieux de la vie marseillaise qui est très célèbre à l'époque. On est sur le Vieux-Port, sur le quai de la Fraternité, le quai des Belges maintenant. C'est chez Brégaillon. Et plus exactement, c'était les salons de Brégaillon. Brégaillon, c'est un port qui est près de la Seine-sur-Mer et qui fournissait
en huîtres et coquillages toute la côte, entre Toulon et Marseille. Donc c'est un lieu très, très connu, c'est le Toinou de l'époque, enfin pour ceux qui ont connu Toinou, et qui est dans tous les guides. Et Delpiane, qui s'est inspiré, alors techniquement, on le devine un peu, on est en 90, on est déjà dans le néo-impressionnisme et donc tous ces artistes ont connaissance quand même de ce qui se fait à Paris, et notamment dans le traitement du ciel, dans le traitement de la toile, il y a une touche qui est déjà très marquée par le travail des néo-impressionnismes et la touche d'un Seurat par exemple. Elle est évidemment beaucoup moins novatrice et revendicatrice, mais évidemment, il a vu les tableaux de Seurat ou du jeune Signac. Et donc, il représente ce moment heureux de la convivialité marseillaise. Et les figures qui sont au premier plan de ce tableau, ce sont des artistes marseillais. Alors, le monsieur à gauche, avec sa canne, c'est un peintre et compositeur qui est connu à Marseille à cette époque, c'est André Flégier. Derrière lui, la femme qui a déjà acheté son cornet de coquillages, c'est la femme du peintre Casil. Derrière elle, le monsieur barbu avec sa canne qui achète donc des coquillages, c'est le peintre Garibaldi. C'est lui qui a fait l'intérieur, le peintre donc dans son atelier. Et attablé à l'extrême droite donc du tableau, on a de dos avec sa casquette verte. C'est l'auteur du tableau, c'est David Delpiane. Nous fait face donc le peintre Casil, et présenté de profil, donc c'est le peintre Édouard Crémieux, qui a là à peu près 34 ans. Donc il y a les représentants de cette école de Marseille, et cette représentation de la convivialité du bonheur de vivre marseillais. Et ce qui est terrible, je l'ai découvert finalement assez récemment, c'est qu'un de ces personnages va avoir une fin terrible. C'est en fait Édouard Crémieux, donc celui qui est de profil. Là, il a, je vous l'ai dit, il a à peu près 34 ans. En mai 44, il va se faire rafler, il habite rue Paradis, il va se faire rafler dans la rue et emporter, d'abord en Drancy avec sa femme et son fils. Et donc, malheureusement, il va être mis dans le convoi numéro 72 pour Auschwitz. Et on sait très bien que quand on a 90 ans, il ne va même pas rentrer dans le camp. Soit ce vieux monsieur est décédé pendant le trajet, soit il est rentré directement... il est allé à la chambre à gaz, et donc seul son fils survivra, reviendra d'Auschwitz. Et je me dis, quand je vois cette image donc de bonheur, de cette vie heureuse marseillaise, voilà, qu'elle a pu terminer aussi tragiquement pour cet homme dont on a plusieurs tableaux dans les collections et qui montrent de très beaux paysages ensoleillés et heureux donc de cette école de peinture marseillaise. Donc, alors, on pourrait se dire que cette histoire ratée de la rencontre avec l'impressionnisme, malgré un terreau, évidemment on peut le regretter, donc malgré un terreau tout à fait vivace et qui aurait pu accueillir la leçon impressionniste, malgré la présence d'artistes très novateurs sur place. On pense à Cézanne, évidemment, on pense aussi donc
à Monticelli n'a pas eu d'écho ni de retentissement, et les grands amateurs de peinture marseillais, qui encore qui sont nombreux donc encore dans cette période et qui ont les moyens et qui sont entre Marseille et Paris, malheureusement ne vont pas acheter cette peinture qui est maintenant totalement hors de notre portée. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi ? Ben parce qu'en fait, pour eux, ils ont eu le sentiment que là, sur place, ils avaient leur propre modernité, que les œuvres que proposaient, que les créations des artistes marseillais, avec leur ciel incroyablement lumineux, ce sens de la couleur, ce goût du paysage local, eh bien, c'était là leur modernité. Et effectivement, ils ont beaucoup acheté. C'est grâce à ça que grâce à eux, que nous avons ce fonds si important au musée donc, de l'école marseillaise. Alors effectivement, on peut penser que l'impressionnisme, évidemment, qui va triompher, c'est une histoire parisienne, c'est une histoire de marchands, c'est une histoire de collectionneurs plutôt parisiens, et que les Marseillais, si fiers de leurs artistes, si fiers de leur région et de leur Provence, vont rater cette aventure. Alors le début du XXe, justement avec une arrivée d'artistes à l'Estaque, sur les traces donc, de Cézanne, va redonner je dirais un contact avec les avant-gardes, donc avec les artistes marseillais comme Chabot, comme Camoin, donc au début du XXe. Mais oui, effectivement, cette histoire finalement assez courte de l'impressionnisme sur une vingtaine d'années, c'est une rencontre qui ne s'est pas faite, alors qu'il y avait beaucoup de liens pour qu'elle se produise. Voilà. Mais les histoires ne sont pas toujours heureuses. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est une histoire heureuse de ne pas avoir adhéré à l'impressionnisme ? Mais comme le musée d'Orsay fait une relecture justement de ce mouvement, de cette première grande exposition, en rappelant qu'elle s'inscrit dans une époque, dans une création, qu'il n'y avait pas que des impressionnistes lors de la première exposition impressionniste, je pensais qu'il était important aussi de mettre et Cézanne et Guigou parmi leurs contemporains, parmi les toiles qu'ils ont pu voir, donc au sein du musée des Beaux-Arts. Et je vous invite, puisque le musée des Beaux-Arts est gratuit pour tous, ça c'est une grande conquête, je vous invite à aller la voir et voir de vous-même, puisque la confrontation à la réalité de l'œuvre, c'est toujours quand même mieux qu'à celle de la photo. Voilà. Merci. Oui, peut-être.